Bonsoir et bienvenue, France 3, plus que jamais la chaîne des élections municipales. Après Pamiers et Millau hier, bienvenue pour un nouveau débat ce soir. C'est la seule ville de Midi-Pyrénées où un candidat membre du Rassemblement national est arrivé en tête au premier tour et a même failli l'emporter. Il s'agit de Moissac, en Tarn-et-Garonne. Retour sur ce premier tour dans la cité Uval et tour d'horizon des atouts et des faiblesses de Moissac avec Benoît Roux. D'habitude en juin, c'est le festival des voix qui prend place à Moissac. Cette année, c'est un autre regroupement de voix que chercheront les deux prétendants à la mairie. Moissac, ville plutôt à gauche, a bien failli créer la surprise au premier tour. Il n'a manqué que 123 voix au candidat du Rassemblement national, Romain Lopez, pour rafler la mise. Avec 13 039 habitants, la ville n'a pas d'industrie majeure mais peut compter sur le tourisme. D'ailleurs, elle bénéficie du label Grand Site d'Occitanie. Le maire sortant LR, Jean-Michel Henriot, ne se représente pas. 5 listes se sont affrontées. Un fiasco pour son adjointe Maïté Garrigue, arrivée en dernière position. Romain Lopez, l'ancien attaché parlementaire de Marion Maréchal Le Pen, est donc en tête avec plus de 47%. La candidate d'hiver gauche Estelle Emami arrive bien loin derrière. Les deux candidats seront opposés au second tour dans une campagne délétère où les coups bas ont fleuri. La fusion des listes pour faire barrage au Rassemblement national n'a pas été possible. Ils sont donc là avec nous, ces deux candidats du second tour à Moissac. Je vous les présente par ordre alphabétique et leur pose la première question d'introduction bien en prise avec ce qui reste évidemment l'actualité, c'est-à-dire la crise sanitaire et économique que traverse notre pays. Estelle Emami, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste d'hiver gauche et citoyenne, Territoire et Moissac solidaire. Vous avez 45 ans et vous êtes enseignante spécialisée. Alors, après 2 mois de confinement, comme partout en France, quelle trace l'épidémie de Covid a-t-elle laissé et surtout la vie a-t-elle repris, de votre point de vue, à Moissac? À Moissac, comme dans beaucoup de villes de 13 000 habitants, la vie reprend tout doucement son cours. Avec mon regard de femme et de future mère, je constate que suite au confinement, l'économie de notre territoire est durement touchée. Une partie de l'économie repose sur le tourisme et pour l'instant, la saison n'a pas vraiment commencé. L'autre partie repose sur l'agriculture et les entreprises. Et là aussi, l'impact du confinement est fort. Donc c'est pour cela que le développement économique est la priorité de notre programme. Nous mettrons en place des dispositifs comme Territoire zéro chômeur de longue durée, une agence intercommunale de développement économique, l'installation d'entreprises et l'aide au développement et à la promotion de l'agriculture bio et HVE. On aura l'occasion d'y revenir justement sur comment vous comptez tous les deux créer de l'emploi. Merci à vous. Face à vous, donc, celui qui est arrivé en tête de ce premier tour à Moissac, Romain Lopez. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 31 ans. Vous étiez attaché parlementaire de profession, on l'a dit. Vous avez notamment été l'attaché parlementaire de Marion Maréchal. Vous êtes aujourd'hui, vous menez la liste Rassemblement national Retrouvons Moissac. Même question, de votre point de vue, la vie a-t-elle repris à Moissac et dans quelles conditions? Je précise, liste d'hiver droite, Retrouvons Moissac avec des adhérents. Avec des adhérents national, du Rassemblement national. Alors, déjà, il faut quand même remercier le personnel municipal et du CCS qui s'est mobilisé durant cette crise pour assurer le fonctionnement encore des services municipaux. Remercier aussi les éboueurs, remercier les policiers municipaux et puis remercier le personnel soignant de l'hôpital de Moissac. Après, effectivement, il s'avère que la crise sanitaire est en train de s'éloigner. Espérons qu'il n'y ait pas une seconde vague. Par contre, on est dans l'expectative absolue concernant une possible crise économique. Donc là, il faut effectivement que les collectivités prennent aussi le relais en complémentarité de l'État et agissent. C'est pour ça que j'ai pris ma plume durant ce confinement et j'ai écrit une lettre à monsieur le maire de Moissac ainsi qu'au président de l'intercommunalité pour leur proposer des solutions pour essayer de soutenir les commerces et les PME, TPE pendant le confinement, mais surtout après le confinement, parce qu'on sait que cette crise risque de durer pendant près de 2 ans. Alors pour débuter justement, on va aborder un thème directement en rapport avec cette crise sanitaire qui nous a touchés, celui de l'offre de soins.
La santé et le secteur public social sont parmi les premiers pourvoyeurs d'emplois, y compris sur votre territoire. Alors peut-on qualifier la zone de Moissac de désert médical ou pas? Et surtout, que pourra faire le ou la future maire pour assurer une offre de soins correcte à ses citoyens? Alors Romain Lopez, le tirage au sort vous a désigné pour répondre en premier. Avant qu'on rentre plus dans le détail de vos propositions, quel est le constat que vous faites, vous, de cette offre de soins sur le territoire de Moissac? Effectivement, la démographie médicale est assez vieillissante. Beaucoup de médecins généralistes vont partir à la retraite. On manque aussi de médecins spécialisés, que ce soit des pédiatres. J'ai un enfant bas âge, donc je sais ce que c'est. Que ce soit des orthophonistes, des podologues, des dentistes. Donc il faut travailler effectivement à la venue de ces médecins. C'est essentiel pour l'attractivité, évidemment, de notre territoire. Estelle et Mamie, même question, le constat que vous faites, vous dressez de l'offre de soins actuellement à Moissac. Un constat qui est simple. Effectivement, nous avons des médecins généralistes qui vont partir à la retraite, mais ça ne touche pas uniquement la ville de Moissac. En fait, on va penser plutôt territoire, et donc là, dès l'année prochaine, je sais que la ville de Castelsarrasin, qui est toute proche, est impactée avant Moissac. Donc forcément, les citoyens viennent sur Moissac, et du coup, l'offre est vraiment réduite. Des spécialistes manquent, effectivement, et puis nous avons une population qui est vieillissante, et des spécialistes, des généralistes qui manquent. Donc, je le répète, c'est quelque chose qui est important. Et puis, cet hôpital qui est intercommunal et que nous devons défendre à tout prix. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Vous l'avez dit, d'ailleurs, on va en reparler beaucoup ce soir. Finalement, le territoire de Moissac, c'est aussi une intercommunalité avec Castelsarrasin. On va voir comment tout ça interagit ou pas, d'ailleurs. On va parler donc de cet hôpital intercommunal de Castelsarrasin et Moissac, où les personnels ont manifesté donc hier matin. Cet hôpital, pour le faire perdurer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place d'après vous, Romain Lopez? L'hôpital, effectivement, est le pivot du dispositif de santé sur notre territoire intercommunal, comme l'a dit Estelle et Mamie. Puisque dans le cadre du CLS, du contrat local de santé, l'hôpital est vraiment le cœur du dispositif d'attractivité pour attirer des médecins. Alors c'est vrai qu'on entend depuis quelque temps un débat sur maison de santé, centre de santé. C'est des débats assez dogmatiques. Moi, je m'extirpe de ces débats et je regarde la réalité. La réalité, on a un hôpital qui peut être force d'attractivité pour faire venir des médecins. Si on développe un centre de santé, je ne suis pas opposé idéologiquement au centre de santé. Vous pensez qu'il va faire concurrence à l'hôpital? Le souci, c'est qu'effectivement, il pourrait faire concurrence à moyen terme à l'hôpital, et que donc, du coup, avant de créer potentiellement un centre de santé plus tard, renforçons d'abord cet outil hospitalier qui est menacé en développant des contrats hôpital-médecine de ville. Ça coûtera en plus rien à la municipalité et ça nous permettra de légitimer le devenir de cet hôpital. Alors je rappelle, l'hôpital, c'est 16 000 passages aux urgences par an et autant en médecine et petite chirurgie, donc il y a quand même une réelle activité hospitalière. Votre analyse, comment on fait perdurer ce centre hospitalier intercommunal, Estelle et Mamie? La première des choses pour défendre cet hôpital, c'est de fédérer les élus de ce territoire. Parce que certes, l'hôpital est implanté sur Moissac, mais rappelons qu'il est donc intercommunal. Et c'est surtout qu'il est, il est indispensable à un bassin de vie, en fait, qui est beaucoup plus large encore, puisque nous allons de Lozerte jusqu'à vers Golfech, et puis on englobe aussi une partie de la Lomagne. Donc on est sur un bassin de vie d'à peu près 80 000 habitants. Donc sur ce bassin de vie, nous avons une centrale nucléaire. Donc, on ne peut imaginer, enfin, il serait criminel de la part de l'État d'abandonner cet hôpital. Ça, c'est une évidence. Donc, nous serons mobilisés et en tant que maire, je demanderai des comptes et des postes de chirurgiens, puisque c'est ce que tout le monde attend, en fait, des postes à l'administration, à l'ARS. L'Agence régionale de santé, je précise pour nos téléspectateurs. Et je serai
aussi très vigilante aux conditions de travail du personnel, puisque mardi matin, devant l'hôpital, il y avait un rassemblement et le personnel de santé tirait la sonnette On l'a d'alarme. vu, ils avaient également fait une marche cette année pour protester contre leurs moyens de travail. Romain Lopez, on a parlé aussi, alors c'est entre les deux, hein, à la fois de la concurrence et de la complémentarité avec l'hôpital de Montauban. Ça aussi, c'est quelque chose à régler peut-être. Hein. Effectivement, on a entendu beaucoup de choses au sujet de cet hôpital de Montauban qui bénéficierait justement de la fermeture à terme du service de chirurgie, comme l'a dit justement Estelle et Mamie. Effectivement, le maire de Moissac siège dans le conseil de surveillance de l'hôpital. Il y a plusieurs élus, c'est un collège d'élus, et il faut effectivement que demain, l'équipe municipale qui soit en place écoute tout d'abord le personnel soignant, puisqu'il y a un problème aussi de dialogue, pour mieux les soutenir. Il faut renforcer effectivement le pouvoir, pas le pouvoir, mais le droit de regard des élus. Donc nous modifierons, le règlement intérieur pour justement que les élus puissent régulièrement regarder l'évolution des comptes financiers, mais aussi des incidents qui peuvent avoir lieu au sein de l'hôpital. Et puis, si on considère et on constate que régulièrement les comptes sont en déficit, nous saisirons la Chambre régionale des comptes qui, elle, posera les questions auxquelles le directeur de l'hôpital devra répondre et en plus ce sera rendu public. Mais bien sûr, il faut l'unanimité des élus et nous, si nous sommes élus, dès le premier conseil municipal, nous voterons une motion pour démontrer la volonté des élus moissagais et j'espère que Estelle et Mamie votera d'une seule main cette motion pour montrer l'unanimité des élus moissagais de droite et de gauche pour la défense de l'hôpital de Moissac et cette motion, on la portera aussi au niveau intercommunal. Cet interventionnisme du maire sur ce dossier-là, qui est très important pour les habitants de Moissac qui nous regardent, vous le partagez ou pas ? Je le partage, c'est ce que je disais de toute façon tout à l'heure, mais je crois qu'avant tout, un hôpital a besoin d'humain et a besoin de cœur. Voilà, je crois qu'il faut parler honnêtement. On n'est plus sur une guéguerre en fait entre hôpitaux. Il faut là remettre de l'humain dans les hôpitaux. Il faut remettre du cœur et il faut que vraiment l'État permette à tout ce personnel médical de fonctionner correctement. J'entendais pendant le confinement une interview d'un médecin qui est également maire et en fait il trouvait très bien l'idée d'une double direction au niveau de l'hôpital, une direction administrative mais également une direction médicale et en fait cette double vision permet d'avancer pour les hôpitaux. Donc je trouvais l'idée très intéressante. Tout à l'heure je voulais continuer quand même parce que Monsieur Lopez parlait de centre de santé ou de maison de santé. Je voudrais rajouter quelque chose là-dessus. Nous envisageons un centre de santé, nous l'avons écrit dans notre programme depuis le début. Le centre de santé permet d'avoir des médecins salariés. Donc les jeunes médecins qui arrivent maintenant sur le marché du travail sont favorables à ce système-là. Ils sont favorables parce que pour eux c'est beaucoup plus simple et au niveau administratif, au niveau local, enfin voilà, c'est plus simple. Mais ça ne fait pas concurrence à un hôpital parce qu'en fait ces médecins peuvent, s'ils le souhaitent, travailler également sur l'hôpital. Donc le centre de santé permet d'avoir d'embaucher des personnes qui manquent, donc des spécialistes ou des généralistes, et même ça peut être des infirmières, enfin voilà, toute personne du corps médical, mais voilà, ce n'est pas une concurrence. Ce que je voudrais rajouter également, c'est qu'on n'est pas fermé sur un centre de santé ou une maison de santé. Pour nous, il est évident, c'est notre méthode, c'est notre façon de faire. On est dans le dialogue et dans la discussion. Donc on met les gens autour de la table. On met toutes les personnes du secteur médical autour de la table et on discute. On discute avec les pharmaciens, on discute avec les infirmiers ou infirmières, on discute avec des médecins et là on avance. Sur cet aspect, pour conclure sur ce chapitre, médecine libérale, notamment centre de santé ou pas alors, Romain Lopez, de votre Le point problème, de vue. c'est qu'on a réfléchi, nous aussi, hein, on a un médecin sur la liste, on a une sage-femme, on a rencontré des médecins, des chirurgiens de l'hôpital, on a pensé aussi effectivement que le centre de santé pouvait être une solution, sauf qu'en 2022 devrait arriver cette maison de santé sur les territoires intercommunaux. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? On va avoir un centre de santé et une maison de santé. Là, il va y avoir peut-être une... Oui, pour vous, ça a étudié. Toujours, voilà, c'est à étudier, bien sûr. Bon. Et puis après, l'ARS favorise plutôt les maisons de santé
que les centres de santé. Et on sait qu'il y a des centres de santé, notamment sur notre territoire, à la Ville-Dieu, je crois, qui ont du mal à recruter qui finalement n'ont pas des attiré médecins, les médecins. parce que les médecins, c'est normal, avec le nombre d'années d'études qu'ils ont fait, ont des prétentions salariales tout à fait acceptables, mais qui sont compliquées à mettre en place pour des mairies au départ. Mais d'abord, nous, on est sur le renforcement de l'hôpital, à travers ce contrat médecin de ville hôpital. On a bien compris. Et puis après, pourquoi pas évoluer dans les prochaines années sur un centre de santé, si effectivement le corps médical est en accord. Mais attention, je dis à madame et mamie, il y a cette maison de santé qui va arriver, je l'espère, au niveau intercommunal. Donc il ne faut pas faire doublon. Voilà. Il y a un point que M. Lopez n'aborde pas, c'est un budget municipal. Une maison de santé coûte énormément à une mairie, une municipalité. Un centre de santé ne coûte rien. Donc, quand vous connaîtrez le budget de la mairie de Moissac, je pense que vous prendrez très vite une décision. Mais je suis d'accord avec vous. Nous, je le répète, faire de l'hôpital le pivot, sinon il disparaîtra. Il faut qu'on donne des arguments à l'État et aux autorités sanitaires locales du bienfait de cet hôpital, de son utilité. Merci, et après, on a bien verra compris sur la maison de santé. Vos points de vue respectifs. Je suis ni pro maison de santé, ni pro centre de santé. Il faut étudier la situation et être surtout pragmatique et s'appuyer sur l'hôpital. Merci à vous deux pour vos positions et vos propositions sur ce premier chapitre donc, de ce débat qui concernait l'offre de soins. On passe au deuxième thème. C'est une problématique qui a plus qu'agité la campagne et certains y ont même vu le thème qui a fait le plus parler, du moins avant la crise sanitaire et économique. Il s'agit du climat et de la vie en centre-ville, notamment du fait de la présence d'une forte communauté bulgare. On écoute une habitante de Moissac qui s'exprime sur ce climat qui, selon elle, mine la vie du centre-ville. C'est un climat qui n'est pas très sympa, dans le sens où aujourd'hui, effectivement, le déclin de Moissac est plus qu'affirmé. Il n'est pas propre à Moissac, il est propre à tous les centres-villes de France. Et aujourd'hui, on veut trouver des coupables à ça. Alors les coupables, ça peut être quoi? C'est la population colorée. Mais je ne crois pas que ce soit ça, parce que Moissac, c'est quand même le premier verger de France qui mobilise en fait cette population-là. Et il n'y a pas de hasard. Donc après, pourquoi ils sont là? Je ne sais pas. Qui les a fait venir? Je ne sais pas. Pourquoi ils n'ont pas été encadrés? Je ne sais pas. Mais je pense que la vérité, aujourd'hui, elle ne tourne pas sur ce qui se propage aujourd'hui. Alors, incivilité, nuisances sonores, tensions entre habitants. Jean-Michel Henriot, le maire sortant, qui ne se représente pas donc, avait pris plusieurs options. Une police municipale plus visible, mais aussi des brochures à la population, y compris certaines publiées en bulgare. Et enfin, de la médiation. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour apaiser ce climat d'autres ou de différents, Estelle et Mamie? Alors moi, je connais très bien cette ville. J'y suis née, j'y ai grandi et j'y habite. J'habite au centre-ville depuis 10 ans. Ça nous fait un point commun. Oui, mais vous, depuis septembre. C'est un petit peu plus court. Effectivement, quand on fait des études supérieures et qu'il n'y a pas d'emploi à Moissac, comme beaucoup de jeunes de ma génération, je suis parti et je suis revenu à Moissac. Mais vous y êtes revenu. On va en parler des jeunes. On va en parler des jeunes dans quelques instants. Il n'y a que des bonnes volontés, vous le savez. Ce que je constate en tant qu'habitante du centre-ville. En tant qu'habitante, voilà, comme toutes les Moissagaises et tous les Moissagais, c'est effectivement cette transformation du centre-ville. Alors, on voit un cercle vicieux finalement de la paupérisation, on voit un mal logement et on voit des regroupements communautaires de populations venues d'Europe de l'Est. Alors, soyons clairs. Moi, je ne stigmatise personne. Je fais un simple constat. De toute façon, si ces populations sont là, c'est qu'on a bien eu besoin d'elles, je fais un notamment constat au niveau de l'emploi saisonnier. Culturel, économique et social. Et donc, avec mon équipe, nous y répondons. Nous nous posons des questions, effectivement, comme beaucoup demandent. Pourquoi ils sont là? Il faut se poser les bonnes questions. J'en parlais tout à l'heure, l'agriculture a besoin de travailleurs saisonniers. Donc, pourquoi sont-ils là? Pour le travail. Voilà, donc ça, c'est un point. Je voudrais quand même faire une petite aparté sur les incivilités qu'on peut retrouver au centre-ville. Effectivement, il y a des incivilités, il y a des tapages nocturnes, il y a des rodéos de voitures, il y a des dépôts d'ordures sauvages. Tout le monde le constate, mais ça ne sera plus toléré, mais ça sera toléré pour personne. Voilà. Effectivement, la loi. Alors vous dites, je vous ai lu dans le quotidien régional, vous dites aujourd'hui la loi n'est pas appliquée à Moissac. Écoutez, si la loi est appliquée, c'est-à-dire si une personne dépose des encombrants ou crée des tapages ou fait des rodéos, comme le dit Madame et Mamie, si la loi est appliquée, c'est-à-dire si la personne a été sanctionnée,
ils arrêteraient. Mais est-ce que le Ça maire pourrait- a un levier là-dessus? C'est quoi? C'est la police municipale? Le maire, il est quand même officier de police judiciaire, il a des pouvoirs, donc il bénéficie d'une police municipale. Nous souhaitons renforcer cette police municipale avec des personnes issues des forces de sécurité, police, gendarmerie. Nous souhaitons également mieux collaborer avec la gendarmerie pour développer des patrouilles mixtes police-gendarmerie, puisque les policiers municipaux sont effectivement assez esselés en centre-ville. Ça nous permettrait d'avoir un maillage territorial plus important, parce que les incivilités ou des cambriolages, il peut y en avoir aussi dans les quartiers périphériques de la ville. La question des incivilités ou du respect des règles de vie, ce n'est pas lié qu'au centre-ville. Tout le monde, quel qu'il soit, a droit à la sécurité. Estelle et Mamie, la police municipale, votre point de vue à ce niveau-là, quel doit être son rôle? Est-ce qu'il doit évoluer ou pas? Justement, par rapport à ce calme qu'ont envie de retrouver les Moissaguais. La police municipale fait actuellement un très bon travail. Ils sont au nombre de 10. Il y a également des ASVP. Donc, nous souhaitons nous renforcer, en fait, rediriger un petit peu le rôle de ces ASVP plutôt vers des médiateurs dans les rues, des médiateurs qui parleraient diverses langues pour vraiment toucher tout le monde. Parce qu'il faut avoir une vraie politique d'éducation et d'accueil par rapport à ces personnes qui arrivent sur la ville. Donc, nous réorienterons un petit peu le travail de la police municipale pour que ce soit bien clair entre le travail de la gendarmerie et le travail de la police municipale. Alors, Est-ce que sur la Allez-y, je vous en médiation, prie. je tiens à préciser, il existe déjà des postes de médiateurs Oui, qui tout à sont fait. financés par la mairie à travers des subventions des associations. Donc créer des médiateurs supplémentaires, alors qu'il en existe déjà, ça ne sert pas en réalité à grand-chose. Le maire, il est chargé de l'autorité municipale et républicaine. Si demain je suis élu maire, j'appliquerai la loi pour tous. Nous, pendant cette campagne, nous n'avons stigmatisé personne sur aucun document, sur aucun Facebook ou quoi que ce soit. J'ai parlé des Bulgares ou quoi que ce soit. Nous, on est là pour appliquer la loi pour tout le monde, quel qu'il soit, sans aucune distinction. Mais pour cela, il faut que le maire, effectivement, assume son rôle d'autorité municipale et républicaine. Ça passe notamment par la convocation, des fois, des parents au sein du bureau du maire pour des rappels à l'ordre. Et puis, on a aussi des dispositifs que nous voulons mettre en place. Le principe pollueur-payeur. Développer aussi ce qui existe déjà, mais le renforcer avec en collaboration avec le procureur de la République, c'est-à-dire le travail d'intérêt général. Alors, vous parlez également de la création d'un conseil des droits et des devoirs des familles. Tout à C'est fait. quoi? Ça va être un conseil de discipline pour Pas les du familles? tout. Le Conseil des droits et devoirs des familles, ça a été créé sous le gouvernement de M. Sarkozy dans les années 2000. C'est un dispositif qui est obligatoire pour les communes, je crois, de plus de 50 000 habitants et facultatif pour les communes de moins de 50 000 habitants. Qu'est-ce que c'est que ce Conseil des droits et devoirs des familles? C'est à la fois de la prévention et, s'il le faut, de la sanction à Quel travers type de suivi. sanction? À travers un suivi. Ce dispositif, il est présidé par le maire, l'adjoint aux affaires sociales. Y sont intégrés la gendarmerie, la police municipale, le service social et scolaire de la mairie et les associations sociales. Ça nous permet de suivre des familles en difficulté, notamment quand il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, comme vous l'avez dit justement, l'intégration passe Et ça, par pour vous, c'est le rôle du maire? Mais effectivement, le maire, il est responsable de la tranquillité, de la salubrité, du bien-être de sa population. Et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, puisque là, vous rejoignez notre diagnostic, mais vous l'avez fait, je crois, il y a déjà 2 ans. J'avais fait une lettre il y a 2 ans à monsieur le maire sur les incivilités. Estelle et Mamie l'avaient aimé sur Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'elle rejoint notre constat. Et elle a raison. Non, vous ne l'aviez pas aimé, je Non. crois. Il y avait pas eu grave. une erreur de On va- manipulation. on va- Alors, je vous entendais pour vous dire que rapidement rejoint pour notre conclure. constat, Oui, mais maintenant, il faut effectivement appliquer la loi. C'est tout simplement notre credo. Il y a déjà un conseil local de prévention de la délinquance qui existe au sein de la municipalité actuelle. Ce conseil, ce CLSPD, réunit tous les membres que vous venez de citer. Pourquoi faire un doublon avec ce conseil de droit et des familles? À un moment donné, quand il y a quelque chose qui, alors certes peut-être que depuis 6 ans, depuis Monsieur Henriot, ça fonctionne moins bien, mais je sais qu'à l'époque, quand j'étais élue de 2008 à 2014, il fonctionnait très bien. On mettait autour de la table autant les associations, autant la gendarmerie, les services de l'État. Tout le monde était là, et quand il y avait un problème avec les familles, le
problème était réglé. Donc là, ça me gêne particulièrement votre Conseil des droits et des familles parce que j'ai l'impression qu'on stigmatise les familles dont les enfants pourraient poser problème. Je pense qu'il faut se poser... Je vous laisse parler, s'il vous plaît, laissez-moi parler. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on met vraiment le doigt à chaque fois sur « vous faites ça mal, vous ne savez pas gérer votre enfant, c'est gênant ». À un moment donné, il ne faut pas, il faut faire attention, se poser les bonnes questions, Monsieur Lopez. Pourquoi cet enfant en arrive à faire cela? Comment, dans quel état il évolue? Comment ça se passe pour la famille? Comment elle est accueillie? Comment elle est logée, la famille? Voilà, donc il y a quand même pas mal de questions à se poser. Justement, une dernière question par rapport au logement. Pour terminer, après on va passer à l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas également un aspect rénovation urbaine à prendre en compte et lutte contre l'habitat insalubre dans ce centre-ville? Pour en terminer sur ce conseil, rapidement, sinon on n'aura pas... Il n'y a strictement rien de répressif. Brigitte Barège l'a mis en place, c'est très efficace. C'est tout simplement un suivi de la prévention. Et si cette prévention ne fonctionne pas, de la sanction, parce que je considère que des parents qui laissent traîner des enfants à 23 € minuit, c'est dangereux pour les enfants et on doit responsabiliser les parents. Et puis c'est tout simplement l'application de la loi. Point. La rénovation urbaine, en 40 secondes, ça aussi c'est prioritaire. L'Agence nationale de l'habitat travaille déjà sur... Effectivement, et nous souhaitons, Estelle et Mamie l'a dit tout à l'heure, tout le monde le constate, il y a des logements insalubres. Il faut lutter contre ces marchands de sommeil qui exploitent la misère, évidemment. Donc là-dessus, nous mettrons en place le permis de louer pour éviter justement que des familles vivent très nombreuses dans des logements totalement indignes. En 30 secondes, pareil. Nous ne tolérerons plus de logements insalubres et on appliquera toujours la même méthode, mettre les gens autour de la table. Ici, ce sont les agriculteurs, les bailleurs sociaux, les bailleurs privés et les travailleurs saisonniers. Voilà, tout le monde autour de la table, on discute, on trouve les meilleures solutions. Des solutions, il y en a avec les OPAH, bien sûr, qui ont déjà été mises en place et que nous devons maintenir. Et il y a d'autres solutions à trouver également. Je précise que nous, on trouve des solutions, certes, mais la première des solutions, c'est de respecter la loi. Et si cette loi n'est pas respectée, il n'y a pas de médiation à faire, on doit sanctionner. Point. Marquons une pause pour écouter à présent les Moissaguais et savoir ce qu'ils attendent finalement de leur maire. Réponse recueillie par Karen Cassuto et Jean-Pierre Duns. Une présence sur la ville. Voilà, être impliqué moi je suis commerçante, donc pour nous les commerçants, mais aussi en tant que Moissagaise, ces dernières années on a été un peu laissé tomber, voilà, c'est notre sentiment. Remettre de l'oxygène dans son centre-ville et puis arrêter de faire des promesses, être actif, être un consommateur du centre-ville et puis savoir être humble et pas tenter en fait de pas balayer devant sa porte pour trouver des responsables au climat qui règne sur Moissac. Qui prennent en compte les générations qui arrivent. On n'apprend pas à l'école comment on ramasse une cerise. Voilà, il faut leur donner envie, en fait, pour qu'ils puissent rester surtout ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent, qui disparaissent. Et c'est pour ça qu'on a une ville qui se vide. Et malheureusement, comme partout, si on perd ce potentiel-là, de cette jeunesse, qui est le moteur de la relève, en fait, le reste va s'écrouler. Et créer de l'emploi, c'est aussi justement garder cette jeunesse. Alors passons justement à la dernière partie de ce débat, et pas de la moindre, puisque nous allons aborder la thématique du développement économique de Moissac. Alors avec un taux de chômage avant Covid avoisinant les 20% et une activité parfois saisonnière, Moissac doit se redynamiser économiquement. Voyons tout de suite quelles sont vos propositions ou pistes en la matière, Estelle et Mamie. Donc, je le disais en introduction, le développement économique est la priorité de notre programme. Alors on peut faire plusieurs constats sur notre ville. L'emploi, qui est principalement saisonnier, et ensuite le taux de chômage, qui est aux alentours de 20%. Il y a des solutions. Il y a des solutions que je présentais dernièrement. La semaine dernière, j'avais une rencontre avec des chefs d'entreprise et je leur présentais un dispositif qui les a fort intéressés. C'est un dispositif qui, en même temps, permet aux employeurs de trouver de la main-d'œuvre formée et qui permet aux travailleurs une sécurité de l'emploi, en fait, avec une rémunération correcte. Il s'agit du dispositif territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, en fait, il faut créer une structure dite à but d'emploi et on offre, en fait, aux saisonniers des CDI.
Et donc, ils ont des missions diverses. Ils peuvent être chez des agriculteurs ou dans des entreprises ou dans les coopératives, puisque nous avons des coopératives sur notre territoire. Cette mission est payée par l'entreprise à but d'emploi, qui touche également les aides sociales auxquelles le salarié aurait droit s'il n'avait pas travaillé. S'il était resté chez lui, exactement. Voilà, donc en fait, on se retrouve avec des travailleurs qui ont un salaire décent, un CDI, qui sortent de la précarité, qui nous touche énormément sur le centre-ville, et une dignité, finalement, par rapport en retrouvant de l'emploi. Votre priorité en matière d'emploi, on va venir ensuite un peu plus dans le détail, mais si vous aviez une priorité, effectivement, en matière d'emploi ou de développement économique, alors, Romain Lopez. Pour ne pas prendre les Moissaguais pour des imbéciles, il faut être honnête avec eux. Le maire n'a pas directement la compétence économique pour créer de l'emploi. Oui, on est d'accord là-dessus. La dynamique est aussi impulsée par l'intercommunalité. Notamment. C'est pour ça que Madame et Mamie parlent effectivement d'un dispositif intéressant, territoire zéro chômeur. Sur le papier, c'est bien, mais ça ne dépend pas du maire, ça dépend de l'intercommunalité. Donc c'est quelque chose qui nous échappe en réalité et qu'on ne pourra pas... Mais qu'on peut essayer de mettre en place avec l'intercommunalité, puisque ça peut bénéficier à Castel-Sarrazin aussi. C'est l'intercommunalité et ensuite la région qui est chef de file en matière économique. Effectivement, Moissac aujourd'hui a une population relativement pauvre. Pourquoi ? Parce qu'on est axé sur le tourisme et l'agriculture. On sait que ce sont deux secteurs où les rémunérations sont assez basses et ce sont des contrats saisonniers à durée déterminée, etc. Donc il faut absolument faire un effort pour diversifier l'économie moissagaise. Bien sûr, l'agriculture, on est surtout sur du conditionnement à Moissac, agriculture. Il faut développer la transformation. On est quand même le premier secteur arboricole de France. Donc développons la transformation. On a toute la matière première sur place, on la conditionne, mais finalement, on n'en fait rien. Ou du moins, on l'envoie ailleurs. Tout à fait. Ça créera effectivement des emplois. Ensuite, il faut diversifier l'économie. Mais pour ça, il faut avoir une vision large et à long terme. Et ça s'imbrique avec l'intercommunalité. Nous avons bientôt la fibre qui va s'installer sur notre territoire. Donc, c'est un levier d'attractivité pour des entreprises. Et surtout, il faut que nous arrivions, Moissac, à ne plus être à la marge de l'aire urbaine toulousaine. Parce que cette aire urbaine toulousaine, elle s'arrête en réalité à Castel-Sarrazin. Moissac, c'est le néant. Donc il faut qu'on arrive à avoir une politique attractive. Ça fonctionnera avec l'intercommunalité. Ça marchera aussi en libérant du foncier, puisque l'actuelle municipalité a commencé à travailler là-dessus. Nous sommes en zone inondable. Elle libère justement et déclasse des terrains pour attirer des entreprises. Ça passe aussi par une fiscalité plus attractive pour les personnes, les chefs d'entreprise qui viennent s'installer à Moissac. Et puis si on va attirer des entrepreneurs toulousains, qui sont en réalité la source du redéveloppement, de la redynamisation de Moissac, il faut des services pour les familles. Nous n'avons pas de crèche à Moissac. Il y a une crèche, mais il faut assurer la garde des enfants. Il faut développer les gardes des enfants, des loisirs et avoir une politique fiscale attractive, parce que le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à attirer des entreprises avec un taux de CFE au niveau intercommunal qui est supérieur à la moyenne des intercommunalités de taille similaire et avec une taxe foncière à Moissac qui est supérieure notamment à Castel-Sarrazin. Donc baisser les impôts locaux. L'attractivité, ça passe par la baisse des impôts locaux, effectivement. C'est dangereux de baisser les impôts locaux sur Moissac parce que si vous vous retrouvez à la mairie, Monsieur Lopez, vous allez vous retrouver isolé. Vous allez vous retrouver isolé tout simplement parce que vous êtes le Rassemblement national. Et donc là, plus aucun partenaire va vouloir travailler avec vous. Vous n'aurez plus de financement ni de la région, ni du département, ni de avec l'intercommunalité, ça va être très compliqué. Voilà, j'entends, j'écoute, je rencontre beaucoup de monde en ce moment, et c'est vrai que ça va poser un sacré problème. Donc en plus, si vous baissez les impôts locaux, cela va être vraiment compliqué. Sachez que les impôts n'ont pas été augmentés par la municipalité, ils ont été augmentés. C'est l'assiette qui a été augmentée, ça a été augmenté par l'État. Voilà, donc du coup, et l'intercommunalité, c'est la même chose. Donc voilà, vous allez vraiment vous retrouver en difficulté sans financement. Voilà, alors, que les choses soient importantes. Je tiens à préciser sur les impôts locaux que nous reviendrons, au moins c'est notre but, au taux municipal qu'avait augmenté Estelle Mamie lorsqu'elle était élue en 2012, puisque Estelle Mamie a augmenté les impôts fonciers. Elle n'était pas maire. Elle était d'une équipe municipale, donc elle validait cette politique-là. Elle a augmenté les impôts locaux en 2012. Concernant ce que vous dites sur les collectivités. Rapidement, c'est archi faux, puisqu'il y a des collectivités tendance divers droite ou RN qui ne sont pas marginalisées. On ne discrimine pas une collectivité en fonction de la couleur politique de son maire.
Les subventions continueront d'arriver. Et effectivement, la seule personne qui va vous soutenir samedi, Carole Delga à Moissac, qui viendra à Moissac, président de région, a tenté de discriminer une commune qui n'était pas dans sa couleur politique, voilà, et elle a été sanctionnée par la justice. Donc, pour vous dire que Mme Delga pratique la discrimination, lorsqu'on pratique la discrimination, la justice vous sanctionne. Je rassurerai les Moissagais, il n'y aura aucun problème pour avoir des subventions à l'avenir si nous sommes à la mairie. Pour en revenir à l'intercommunalité, vous parliez notamment du territoire zéro chômeur de longue durée. Moissac a quand même une place et une action à retrouver, non, dans cette intercommunalité. Elle avait été un peu affaiblie ces dernières années. Oui, c'est vrai que Monsieur Henriot n'a pas eu l'envergure qu'attendaient les Moissagais pour représenter leur ville. Donc, ils ont été fortement déçus de ce côté-là. Il y a des grands projets qui ont été mis en place, comme le centre aquatique. Et c'est vrai que Monsieur Béziers, le maire de Castel-Sarrazin, que je salue, a quand même essayé d'amener ce projet entre les deux villes, alors que, et je l'ai dit depuis le début, je trouve étonnant qu'on n'utilise pas en fait cette piscine qui se trouve sur Saint-Nicolas-de-la-Grave et qui appartient au département. C'est une piscine d'été, certes, mais pourquoi ne pas aménager cette piscine-là? Ça aura un coût beaucoup moins élevé et donc ça permettrait de mutualiser en fait c'est à quelques pas finalement, puisque nous avons ce bénéfice de la voie verte avec le canal qui passe par bon nombre de nos communes et donc tout le monde pourrait s'y retrouver. Le développement économique, il passe par de nouveaux liens, ou du moins des liens différents, au moins d'égal à égal avec l'intercommunalité quand même. Tout à fait, effectivement. L'intercommunalité, on le remarque, Estelle Mamie l'a dit, ça ne fonctionne pas réellement aujourd'hui. Et j'entends certains qui disent, oui, si M. Lopez arrive à l'intercommunalité, elle sera bloquée. En réalité, elle est bloquée depuis des années. Avant, il y avait le duel M. Dagen, M. Nanzi. Ensuite, aujourd'hui, il y a la mainmise de M. Béziers et l'effacement de M. Henriot. Ce que je crains demain, c'est que Mme Mamie, qui annonçait qu'elle ne serait pas vice-présidente de l'intercommunalité, donc se retirerait un peu de l'intercommunalité, ne permettrait pas à Moissac de bénéficier justement des apports de l'intercommunalité. Donc nous, demain, si nous arrivons, bien évidemment, il faudra assurer l'équilibre de l'intercommunalité. Ça passe par un président qui est issu d'un village pour garder cet équilibre. Un arbitre. C'est les Moissac. Un arbitre, tout à fait. C'est un peu gaulien comme vision, effectivement. Rapidement. Mais garder un équilibre qui est nécessaire, mais surtout, on ne partira pas en guerre face à Castel-Sarrazin. On est là, bien au contraire, pour trouver des ententes. 30 secondes pour conclure sur l'intercommunalité. Je souhaite effectivement être le maire de Moissac, le maire de tous les Moissagais, de toutes les Moissagaises. Je ne souhaite pas être vice-présidente. Par contre, je souhaite que mes colistiers, 2 colistiers, Franck Bousquet et Marie Cavaillé, soient vice-présidents. Je serai dans le bureau de l'intercommunalité, mais pas vice-présidente. Donc vous avez déjà, j'allais dire, élaboré la stratégie. Donc M. Béziers aura quartier libre. Ou non, sauf si le maire d'un village, par exemple, est élu. Enfin bon, on verra ça. On n'en est pas encore au 3e tour avec l'intercommunalité, on en est au 2e tour. On arrive au terme justement de cette émission, de ce débat. Il vous reste 1 minute chacun pour adresser un dernier message aux électeurs de Moissac. Et le tirage au sort vous a désigné Estelle Mamie pour intervenir la première. Chère Moissagaise, chers Moissagais, vous le savez, Moissac possède des atouts extraordinaires. Je sais que vous portez des valeurs de solidarité, d'humanisme. Et je le répète régulièrement, ne cédons pas à la fatalité. Je refuse que la ville de Moissac, au lieu de la résistance française, ville dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle je vis, je refuse qu'elle tombe entre les mains du Rassemblement national. C'est aujourd'hui un choix crucial pour Moissac. Un choix qui nous engage toutes et tous pour de nombreuses années. Ne laissons pas une minorité décider. Ayez confiance en une équipe solide et dynamique. Faisons triompher le vivre ensemble. L'abstention est un fléau. Participez, allez voter et faites voter pour Thames. Merci à vous, Estelle Mamie. Romain Lopez, le dernier message que vous adressez aux électeurs de Moissac. On remercie tout d'abord les 47% de Moissagais qui se sont mobilisés autour de notre liste, une liste d'intérêt communal où effectivement il y a des gens du Rassemblement national, puisqu'il y a 6 adhérents du Rassemblement national sur cette liste, mais où il y a des gens essentiellement de droite, il y a aussi des gens de gauche, parce que pour nous, il n'y a pas de bonne volonté ou à gauche ou à droite. Voilà. Donc nous ne sommes pas là pour exclure qui que ce soit. Madame et Mamie veut exclure les Moissagais qui votent RN.
Nous considérons que les Moissaguais qui votent RN, qui votent droite, qui votent gauche, qui voteront même Temps demain, pourront participer aux affaires municipales. Donc j'engage les Moissaguais à rejoindre cet élan populaire autour d'une liste d'hiver droite dans laquelle aussi participent des gens de gauche. Tout le monde est bienvenu sur notre liste et nous serons bien sûr demain les élus de l'ensemble des Moissaguais, parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé ces derniers temps, vous l'avez dit, beaucoup de tensions, des colistiers d'Estelle et Mamie qui sont très vindicatifs sur les réseaux sociaux. C'est pas comme ça qu'on va apaiser le Moissac de demain. Merci à vous deux en tout cas d'avoir participé à ce débat finalement apaisé. On sera évidemment au soir du second tour chez vous à Moissac pour suivre ces résultats en direct. Demain, rendez-vous avec 2 nouveaux débats sur Tarbes dans les Hautes-Pyrénées et Figeac dans le Lot. Ce sera comme ça tous les soirs à 18h jusqu'au 25 juin inclus. Et d'ici là, pour suivre cette campagne, évidemment, notre site internet france3occitanie.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos éditions régionales.